Mon principal compétiteur est invisible. Invisible à l'œil nu. Ce sont les bactéries qui composent la microflore intestinale. Je ne suis pas tout seul qui fait ça. Il y a d'autres personnes qui s'y intéressent. La façon dont je le fais, je me sens un petit peu privilégié. Oser, dans le sens que j'ai construit une usine qui est beaucoup trop grosse aujourd'hui pour moi, mais qui est trop petite déjà, je vais en faire une deuxième. Puis éventuellement faire une dizaine d'Allemands. Parce qu'on va changer le concept nutritionnel à l'intestin des animaux. Monsieur Fontaine, vous êtes le président fondateur de GEFO, une entreprise qui a su s'imposer comme un leader mondial dans le domaine des solutions nutritionnelles pour les animaux. Sous votre direction, GEFO a connu une croissance spectaculaire et continue d'innover dans un secteur en pleine transformation en atteignant près de 700 millions de revenus annualisés. Monsieur Fontaine, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Enchanté de vous rencontrer, mon cher. Et M. Fontaine, GEFO, c'est devenu un acteur apprécié, important dans le secteur de la nutrition animale. Peut-être pour notre audience, est-ce que vous serez capable de bien expliquer ce que vous faites au quotidien et peut-être également ce qui vous différencie des autres joueurs dans votre domaine? Écoute, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on innove. Okay? On a commencé par la distribution il y a 40 ans, d'ingrédients simples, de façon simpliste, achète et revendre. Et depuis 92, on a fait la marque GEFO. Donc, on est fournisseur d'idées à l'industrie qui vont fabriquer des prémix pour fabriquer de l'émoulé par la suite, d'aliments pour les animaux. Étant agronome de formation, 81 à Laval, j'ai pu comprendre qu'est-ce que je vendais, à quoi ça servait. Aujourd'hui, avec le nombre d'années, avec l'équipe de chercheurs que nous avons, on a approfondi nos connaissances. Aujourd'hui, GEFO est une compagnie qui vend des ingrédients purs et des mélanges d'ingrédients pour certaines activités comme les enzymes, les acidifiants, les huiles essentielles, tout orienté vers la santé animale. Et pour bien qu'on soit capable de comprendre un petit peu l'organisation, on doit se ramener à 1982. Parce que ça fait longtemps que vous êtes en affaires, une organisation qui a été capable de passer à travers les décennies. Si on se ramène à 82, qu'est-ce qui vous pousse à lancer l'entreprise? Quelle est l'idée? D'où provient un petit peu cette envie? En 82, il y avait deux choix à faire. Faire faillite ou essayer. OK. Et j'ai toujours voulu fuir la pauvreté avec ardeur. Pas parce que c'est pas beau être pauvre, on était élevé très modestement. Okay? Donc, j'avais le goût de faire quelque chose que les gens n'ont pas fait. Et étant un vendeur dans l'âme, avant 82, j'étais vendeur d'aliments de médicaments vétérinaires au Canada. Et j'ai aimé rencontrer les gens. Vous savez que la belle qualité dans la vie, c'est de pouvoir communiquer. Et j'aime parler aux gens, rencontrer les gens. Et j'aime surtout être utile. S'enrichir, c'est facile, il faut être utile. Si t'es pas utile, t'as pas d'avenir. C'est simple comme ça. Je sais pas si ça répond à votre question. Ça répond très bien, mais quand vous dites faire faillite, c'est que vous étiez face à quelle situation à ce moment-là? Donc, bien entendu, vous nous dites, vous travaillez pour une entreprise, vous êtes en vente, mais est-ce que depuis très longtemps, il y avait cette petite fibre entrepreneuriale en dedans de vous qui vous disait, il me semble que ça serait intéressant d'être à mon compte, de faire mes propres affaires? Mais écoute, en ayant fait mon université, j'ai une vie un peu flamboyante, les voitures de l'année et beaucoup de matériel. Et j'ai accumulé des petites dettes. Ça me faisait 45 000 $. Fait que j'ai pensé à ça. Mon frère m'a dit, écoute, essaye. Donc, je suis allé en Belgique avec du bicarbonate, la petite vache qu'on appelle. Il y avait un cartel américain, monopole américain, et que j'ai présenté des gens d'Europe. Savez-vous qu'en 82, 83, c'est où l'Europe? Je jette ça à Montréal. Lui, il le jette où? Je ne sais pas. Les gens étaient pas ouverts au monde entier. J'ai commencé avec des Belges, des Hollandais, après des Coréens. Donc, on s'est développé. Aujourd'hui, les gens connaissent le monde. OK? Bien sûr. Mais si on dit c'est où la Croatie, physiquement dans ta tête, c'est où? Il faut la voir, c'est pas évident en Europe. OK? Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on a pris pour acquis dans le passé. Aujourd'hui, tout est démystifié, puis on évolue à une vitesse grand V, qu'on peut dire, à cause de tout ce qui s'appelle l'information mondiale qui se transmet partout. Donc, ça avance bien et vite. Et vous dites qu'il y avait un monopole dans cette catégorie. Peut-être, pour nous expliquer un petit peu aujourd'hui, vous étiez dans la même catégorie avant de vous lancer à votre compte, mais au final, quelle opportunité avez-vous été capable de démystifier un peu dans la nutrition animale? Qu'est-ce qui vous disait que ça pourrait peut-être être une organisation à travers le temps qui peut devenir grande comme elle est aujourd'hui? Force est d'admettre que le temps vous a donné raison, mais j'imagine que ça ne devait pas être aussi évident à l'époque, à moins que vous ayez vu ce gros marché qui se dessinait devant vous. Mais quand
on s'informe, on trouve des choses intéressantes. À l'époque, il y avait une guerre de prix entre Cass Container et M. Gaucher, Sofati. Et on payait un conteneur 550 $ pour 20 tonnes. Le transport était ridicule. Les Européens, on avait une devise forte de Canada-US, le dollar était fort, donc on avait un pouvoir d'achat intéressant. C'était des circonstances que j'ai dit oui avant que les autres le fassent. Point final. J'ai rien fait de magique. J'ai été attentif aux situations. OK? Ensuite, c'était le phosphate. Le phosphate, des gens disaient qu'il fait 5 $ la tonne. J'avais des marges de 50 % avec le crédit. Donc, j'ai pas connu de problème de financement dans ma vie en partant les premiers 5 ans sans problème partout. C'était un jeu de circonstances. Si on me donne la même opportunité aujourd'hui, ça va être assez impressionnant. À l'époque, sans dessous, sans rien, j'étais nobody. Tu as 25 ans, viens me voir. C'est qui, toi? 26 ans. Comment c'était? Toi, tu peux avoir l'information que nous autres, on n'a pas? Parce que j'étais plus curieux que vous autres. J'ai osé. OK? Dans la vie, c'est juste là. Il faut faire. Le savoir, c'est une chose, mais ça prend de l'action. Les gens savent, mais ils ne passent pas à l'action. J'écoutais, comme je disais, Jim Rohn, un Américain conférencier. Puis c'est l'action qui fait la différence. Aujourd'hui, les gens voient ce que j'ai fait. Moi, je calcule que je suis en start-up. Mais eux, ils n'ont pas de chance. C'est la vie. Une start-up de 700 millions de revenus annuels. On connaît ça, on connaît ça. Bon, vous êtes en affaires depuis 82. On est en 2024 au moment où on se parle. Donc, si on fait des calculs rapides, on est capable de voir que vous êtes en affaires depuis 40 ans maintenant. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer un petit peu les piliers de croissance? Vous nous dites les 5 premières années en affaires, j'ai pas eu de problème de financement, j'avais des bonnes marges de profit brut, ça se finançait tout seul, on était capable de faire de l'argent puis de continuer à faire croître l'entreprise. Est-ce que ça a été la même chose dans les 5 années suivantes? Peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de cette évolution jusqu'aux années 2000, parce que je pense qu'il y a eu un moment décisif au début des années 2000. Donc, peut-être vous pourriez nous parler de cette première période 80, les années 80, les années 90. Écoutez, les marges spectaculaires, c'était pas très long, 2 à 3 ans, parce qu'après, les comptes ont monté, la devise a changé et tout et tout. Quand on vient d'un monde de commodités avec lequel tu fais une marge de 2, 3, 4, 5 % beaucoup de produits par la suite, c'est devenu des marges très restreintes. Mais tu n'as pas de frais fixes. J'étais le petit gars qui était le troublemaker en anglais qu'on dit. C'est que moi, j'étais imprévisible. Les gens ne pouvaient pas me prévoir parce que j'avais pas de frais fixes. Okay? Donc, j'étais toujours un grand batailleur de ne pas avoir de frais fixes dans mes activités. Aujourd'hui, on parle de l'an 2000, je suis véhiculé l'an 2000, mais jusqu'à l'an 2000, encore une fois, c'est il y a 24 ans, ça va quand même vite. Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est de découvrir que certaines technologies peuvent être innovatrices et que personne n'y a vraiment pensé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui effleurent la surface d'une technologie, le concept, mais ils ne vont pas en profondeur. Ils ne se posent pas de questions. Ça ne marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? Là, on peut élaborer. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur. C'est de l'apprentissage qu'on fait. À chaque fois, il faut conclure, il s'est passé quelque chose qui n'était pas normal, une maladie. Vous savez que le monde animal, c'est le souffle de la vie. OK? Chaque animal a le souffle de la vie. Et ça ne répond pas toujours comme on voudrait que ça réponde. Donc, il faut en prendre soin de façon adéquate. Et moi, ma force, c'est la nutrition de l'animal. Une nutrition qui est différente des autres, qui va à l'intestin spécifiquement. Et bon, parlons-en un petit peu. Les années 2000, vous arrivez, vous attaquez un petit peu votre catégorie avec une innovation importante. Vous vous concentrez sur une nutrition de précision visant à éliminer l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage. Donc, c'est ce que j'ai pu rechercher, c'est ce que j'ai pu trouver. J'ai essayé de me faire une idée sur tout ça, mais je pense que rien de mieux que vous pour bien nous expliquer la différence et ce que vous avez mis en place, où est-ce que vous avez innové ici. Et par la suite, après nous avoir expliqué cette innovation qui a eu lieu, peut-être vous pourriez nous parler des répercussions positives sur GEFO. Les médicaments ont été utilisés à petite dose, nombre d'années, on appelait des facteurs de croissance. Une petite dose à chaque jour pour aller moduler, contrôler la flore bactérienne de l'intestin. Pas pour aller dans le système, pour aller moduler la flore intestinale. Donc, ces produits-là étaient menacés. Dès l'an 2000, on parlait d'élimination. L'Europe, en 1996, on bannit les facteurs de croissance. Mais ça s'est fait de la façon suivante. Nous n'utilisons plus de médicaments facteurs de croissance. Ils n'ont pas dit à tout le monde que c'était seulement que les petites doses quotidiennes qui sont enlevées. Ils utilisent encore des antibiotiques en Europe, partout, prescrits par le vétérinaire. Au Québec, il y a 75 ans,
les vétérinaires ont été les gens qui ont contrôlé l'utilisation des médicaments. Donc, on a eu peut-être moins d'impact. C'était facile. Aujourd'hui, le médicament est encore un peu très efficace, qu'on doit protéger pour les humains. OK? Donc, au Canada, les gens ne sont pas au courant qu'on utilise beaucoup, sinon l'élimination dans plusieurs fermes de tous les médicaments. OK? Donc, ils appellent ça RWA, c'est Raised Without Antibiotics. OK? Et le marché américain est très, très avancé là-dedans aussi. C'est pas seulement que les facteurs de croissance qu'on a enlevé les médicaments, on a enlevé les médicaments totalement. OK? Donc, au Canada, vous avez une production animale de haute qualité. Maintenant, si certains Européens viennent voir au Canada, comment vous faites, vous autres, maintenant? Vous enlevez partout? Oui, partout. Autant chez Couvoirier, dans les poulets, à la ferme, dans l'eau, c'est non. Donc, chez nous, chez GEFO, on a découvert l'efficacité des acides organiques, des acides naturels et des extraits de plantes des huiles essentielles, parce que la plante contient des huiles essentielles. Et on a pris ces deux concepts-là qu'on a enrobés et qu'on va livrer dans l'intestin à petite dose. On potentialise les deux concepts, les acides et les huiles essentielles. Et quel impact ça a eu sur votre organisation? À quel point ça a pu impacter un peu votre commercialisation, votre différenciation dans le marché chez vos clients? Et nous autres, on est très audacieux de dire qu'est-ce qui peut remplacer ça. Mais éventuellement, les gens ont dit on n'a pas le choix, il faut aller vers ces concepts-là. Que ce soit des acides libres, des huiles essentielles, toutes sortes de choses, des probiotiques. Moi, mon cheval de bataille a été de travailler du côté naturel et d'avoir une qualité de carcasse, des animaux en santé qui grandissent bien, parce que le consommateur ne veut pas payer cher. C'est normal. On veut manger, nourrir la famille avec une viande de qualité le moins cher possible. Donc, l'industrie a travaillé pour arriver à faire une qualité de viande incomparable avec un prix de revient agréable pour le consommateur. C'est ça le cheval de bataille. Faire plus avec moins. Ça, chez nous, on sait travailler dans cette direction-là. Tellement les découvertes qu'on fait sont vraiment, vraiment intéressantes. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui, vous qui êtes des entrepreneurs. Saviez-vous que 80% des entreprises demandent des prêts, mais seulement 5% d'entre elles appliquent pour des subventions? Et pourquoi donc? Parce qu'elles manquent de visibilité sur les subventions disponibles et ne savent pas toujours s'ils sont admissibles. C'est là que Hello Darwin entre en jeu. Personnellement, en tant qu'utilisateur de la plateforme, j'ai pu constater leur efficacité. Avec plus de 25 000 projets démarrés et 3 000 entreprises accompagnées pour obtenir des subventions, Hello Darwin est l'écosystème B2B par excellence. Avec Hello Darwin, vous avez accès à une base de données de plus de 2100 subventions canadiennes et québécoises. Ils offrent un accompagnement personnalisé, des plans de subventions gratuits et même un gestionnaire de compte pour répondre à toutes vos questions. Leur équipe fait littéralement tout le travail pour vous, du début à la fin. Ils vont vous chercher des subventions. Et ne manquez pas la subvention ESSOR qui peut couvrir jusqu'à 120 000 $ pour des projets technologiques. C'est une opportunité incroyable pour les entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de dollars. Alors, si vous cherchez à maximiser vos chances d'obtenir une subvention, rendez-vous sur hellodarwin.com. Donc, je le répète, HELLODARWIN.com pour avoir accès à des subventions. On mettra également les liens dans les notes de l'épisode. Et bon, intéressante. Certes, vous connaissez également la croissance. Et je pense que vous êtes très humble, vous simplifiez un petit peu la construction de l'organisation. Mais bon, je veux le redire, le rementionner à notre audience. Vous êtes une organisation qui va faire, et vous m'avez dit que vous n'aviez aucun souci à le mentionner, 656 millions de dollars en revenus pour l'année qui vient tout juste de se terminer. Donc, c'est pour dire. Mais vous l'avez commencé de zéro, l'organisation, comme toute organisation qu'on va lancer. Est-ce que vous êtes capable de prendre un peu de temps? Parce que là, on a une audience d'entrepreneurs qui nous écoutent. On a une audience de gens qui veulent grandir leur entreprise, qui ont des ambitions comme la vôtre, M. Fontaine. Quels ont été les piliers de croissance? Quels ont été les faits marquants? L'an 2000 semble en être un, mais comment qu'on est capable de bien analyser, examiner l'évolution et la croissance de cette entreprise, le premier 10, le premier 50, le premier 100 millions de chiffre d'affaires? Parlez-nous un peu de tout ça. Écoute, ça se résume en quelques mots. J'enseigne à mes employés, faites bien ce que vous avez à faire qu'on parle de vous. Quand ça devient contagieux par la réputation, les gens m'ont dit, on même à des compétiteurs ou à des fournisseurs qui voulaient rentrer au Canada, va donc voir GEFO, c'est bien plus simple. Pour nous autres, c'est très simple. OK? Puis, on connaît bien GEFO. Donc, à quelques reprises, des gens m'ont dit ça. Écoutez, ça se bâtit un chiffre d'affaires avec un client, 2 clients, 3 clients.
mes distributeurs mondiaux ont été référés. Va revoir mon ami Jean Fontaine de tel pays. Va donc voir telle personne de tel pays. Donc, on a monté un réseau de distributeurs d'amis. Pas 100%, mais un gros 65%, c'est des amis qui sont devenus mes distributeurs dans le monde. Donc, l'avantage que nous avons, c'est que tout ce qu'on vend, c'est pas illégal, mais ça sort tous les jours par en arrière. OK? Donc, on doit remplir la nutrition de l'animal par la bouche chaque jour. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on a comme avantage? C'est qu'on développe des relations de proximité, d'amitié. Quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on se parle toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, comment va ta fille? Quand ta fille, ton garçon, ta femme, ton mari, l'amitié devient un gros facteur chez nous. Okay? La devise, vous allez voir sur le Jeffo, la vie en plus facile, ça a pris presque 6 mois, une agence de Montréal, Cohésion, qui pense, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est vrai qu'on rend la vie de l'acheteur plus facile. On met les fournisseurs en contact avec les clients, on se cache pas. Les gens connaissent les fournisseurs. On est agent manufacturier. Ensuite, dans nos recherches, on a développé des produits, la marque Jeffo. Donc, les universitaires qui ont fait de la recherche sont interpellés à parler avec les clients. Et il faut favoriser la communication. Mais si les gens voient que tu es utile, je répète à ce mot-là, c'est très, très important que tous nos jeunes, les moins jeunes aussi, le savent, c'est facile quand tu es utile. Ils ont besoin de toi. Ils sont un peu gourmands, ça débarquer, c'est pas long. Donc, dans la vie, c'est aussi sain à mes yeux que ça. Et, vous savez, la vie, c'est jamais assez. Les gens vont dire, si le thermostat est trop bas, tu atteins un certain chiffre d'affaires. Vous savez, quand j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, ça a pris 2 ans. La deuxième année, j'étais excité, là. Là, c'était spécial. Mais, t'arrives à 10, t'arrives à 100 millions, t'arrives à des chiffres additionnels. On vient qu'on n'a jamais assez de résultats pour ce qu'on sait qu'on peut devenir. L'autre chose importante, c'est la résistance au changement. Vous savez que c'est un problème sérieux dans plusieurs de nos cerveaux canadiens mondiaux. Ouais, mais ça va bien. Exemple, je prends l'exemple du téléphone cellulaire. Les gens qui avaient l'ancienne mode des téléphones, non les smartphones, c'est les BlackBerry. J'ai un ami à moi, je n'aimerais pas son nom, ça a pris 4 ans avant qu'il change de téléphone pour un iPhone. Et j'ai peur de la confidentialité. Dans mon travail, ça prend la confidentialité. J'ai dit, sais-tu que tu as privé de ta famille, les entourages, les photos de tes enfants pendant 4 ans. Tu avais juste peur de confidentialité. Ouais. Donc, dans la vie, il faut, je ne dis pas de tout risquer, mais il faut goûter au changement. Il faut goûter, écoutez, quand on parle de l'évolution depuis le COVID, la téléconférence, le Teams, FaceTime et tout ça. Ouais. Ça a été un changement drastique. On est proche, mais on est loin. C'est assez... Quand le matin, je parle ce matin avec mon directeur d'Australie, et là, c'est plus 14 heures, mais on est ensemble. OK? Ce qui a fait grandir Jeffo, c'est le bouche à bouche, les gens ont dit, bouche à oreille, excusez-moi, ils ont dit, regarde, c'est le fun, c'est disponible. Mais là, il y avait un monopole nord-américain à la proximité des États-Unis. C'est gros, les États-Unis, là. Donc, les fournisseurs américains étaient au Canada, c'était facile. Il y avait un agent à Montréal, à Toronto, c'était facile. J'ai ouvert le monde, la Corée, la Chine. Vous voulez la qualité? Allez en Chine. Et puis, je vais vous dire, la Chine n'a pas de qualité. Ça dépend comment tu veux payer. Si vous mettez des normes, les Chinois vous fournissent plus de qualité qui sont assez révolutionnaires. Que les Américains et les Européens ne voulaient pas accepter. Le pays du tiers-monde, qu'on disait qu'on était jeune, OK? Je me souviens, en 6e année, ils ont fait des choses. On investissait en Chine discrètement. Aujourd'hui, vous avez l'ouverture mondiale qui est importante, partout dans le monde. Et quand on va aux conférences, comme des gens comme Tony Robbins ou Peter Diamandis ou d'autres personnes là, on voit que l'avenir, il va y avoir peut-être 4 milliards de personnes avec des téléphones gratuits, éventuellement, qui auront accès à toute la connaissance du monde avec ChatGPT ou avec Google, avec tous ces outils-là. Si on est tout seul à savoir une chose, ça va bien. Mais quand tout le monde le sait, il faut être vraiment compétitif, innovateur et créer des nouvelles tenues. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Ah non, mais c'est fantastique, c'est philosophique même, et j'adore ça. J'aimerais ouvrir un peu une porte avec vous, M. Fontaine. On a beaucoup dans notre société aujourd'hui, un petit peu, je dirais pas cette mode, mais on voit beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs vouloir lancer une organisation, lever des fonds, aller chercher la croissance et vendre cette même entreprise 3 à 5 ans, espérer que tout le monde fasse un petit peu d'argent avec cette sortie-là. D'un autre côté, on a vous qui gérez votre entreprise depuis 1982. C'est tout à votre honneur. Vous atteignez des chiffres exceptionnels que très peu d'organisations vont avoir
la possibilité d'atteindre dans leur vie. Quelle est votre vision un petit peu sur la longévité d'une organisation? Et je vous explique mon point. On dirait, en parlant de plus en plus avec des gens qui sont proches de moi, qui viennent sur le podcast, il y a cette vision un petit peu de gens qui veulent lancer des entreprises rapidement, mais les gens qui gardent leur entreprise longtemps nous expliquent à quel point ta 10e, ta 11e, ta 12e, ta 13e année, tu es tellement plus connu que les années auparavant qu'il y a un effet cumulé qui se met en place. Et ultimement, ton entreprise, pas qu'elle est indestructible, mais elle bâtit une place qui est très difficile à bouger. Comment ça s'est mis en place pour vous? Et peut-être vous pouvez nous dire l'avantage que vous avez d'être en affaires depuis 40 ans. Qu'est-ce que ça vous donne pour GEFO? C'est une question, mon chum. Bonne question. Mais écoutez, les gens veulent avoir tout ce que tu as sans faire ce que tu as fait. Ouais. J'ai des collègues qui voulaient avoir mon succès, mais sans mettre les efforts. Si tu n'as pas un enfant qui vit au monde, j'ai 7 beaux enfants, 6 petits-enfants, 450 grands-enfants. Donc, on ne peut pas rêver qu'un enfant de 6 mois marche. Il faut prendre le temps. Ils vont arriver à marcher, des fois à 18 mois, des fois, peu importe l'âge. Mais souvent, en affaires, les gens ne veulent pas attendre que ça fermente assez pour prendre la dimension. S'il n'y a pas de base dans un produit, il n'y a pas d'avenir. Faut pas il y a des gens qui ont des faux prêtres qui disent pas qu'il faut faire de l'argent. Pour aider les gens, il faut être en forme, il faut manger, il faut prendre de l'argent pour manger, il faut prendre de l'argent pour évoluer. Pour voulez grandir votre entreprise, ça va prendre des fonds. Donc, ne dépensons pas les fonds au début. Moi, j'ai tout le temps réinvesti mes profits depuis 42 ans. OK? Et ça m'a beaucoup aidé. J'aimais avoir les ailes libres. Mes banquiers vont vous le dire que GEFO, c'est solide. Oui, parce qu'on ne dépense pas à des choses inutiles. Dans la vie, quand on prend le temps de s'asseoir comme il faut, les besoins primaires qu'on a ne sont pas si énormes que ça. Non. Par contre, se sentir aimé des gens, des clients qui te démontrent de l'affection, des petites blagues tout le temps par texto, en plus d'acheter ton produit, c'est agréable. Mais les gens, je vous dis une chose, prends ton temps, on est pressé. Ça veut dire ça, à chaque jour, fais un effort, mais fais le bel effort, qui soit bien fait. Si c'est bien fait, ça va aller rapidement, les gens vont parler de toi. Ton résultat. Dans mon domaine, quand les animaux performent, je suis heureux. Okay? Ouais. Vous savez que ma petite compagnie, même pour vous semble intéressant, c'est tout petit par rapport aux géants qui font des milliards, 3-4 milliards de ventes par année. Notre industrie est une industrie intéressante. La plupart des gens gagnent bien leur vie. On a une gêne québécoise de dire qu'on fait des sous parce que c'est péché d'être riche. Donc, si t'es pas bon, t'es sans dessin. T'as fait de l'argent, t'es un voleur. Ça, c'est la définition. Donc, les mecs, on se dit, et vous, avec les membres du club de QG100, on discute des fois, faut être discret. Moi, je vous dis, soyez fiers. Soyez fiers de vos réussites, soyez fiers de votre talent, de votre réputation. Soyez fiers de tout ce que vous avez donné aux autres. Vous savez, j'écoutais Jim Rohn, son podcast, il dit, apprenez jeunes à donner 10 de vos revenus. Et quand vous avez 100 $, on donne 10, c'est pas si pire que ça. T'en as 1000, t'en donnes 100. T'en as 1 million, t'en donnes 100 000. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. OK? Mais moi, j'ai beaucoup aimé tout le temps de me donner un coup de main aux gens, gâter les gens, les inviter, les recevoir à la maison. Ma maison est ouverte pour les clients et les fournisseurs. On leur montre comment on vit. Je dis, si vous n'aimez pas ce que je fais, comment je vis, mais je ne peux pas me changer, c'est moi. Donc, combien d'employés, combien de distributeurs? Je leur dis, laissez-nous se fréquenter, venez chez moi, je vais aller chez vous. Ouais, mais là, des fois, on rencontre des gens, on voit que chez eux, ils sont moins confortables. C'est l'apparence, mais la réalité. Okay? Si vous venez chez moi ici, et puis la chambre de venir chez moi, vous allez voir que la propriété, c'est une des notions importantes. J'imagine. T'en as pas des détails pour plusieurs personnes, mais si ton plancher est sale, tu brises un sac, tu perds ton sac. Mais s'il vaut 2000 $ le sac, ou 1000 $ le sac, ou 500 $, peu importe le prix, attention, la femme ou le mari qui vont faire de la cuisine sur le comptoir, ils vont laver le comptoir, ils vont faire les pâtes, les gâteaux et tout, et il n'y a rien qui est perdu. OK? C'était propre avant de commencer. L'industrie, c'est pareil. Donc, avoir des outils de communication, le marketing, c'est très important pour communiquer. Les mots, c'est 7-8% de la conversation. C'est ton body language. Si je vous parle comme ça, vous allez dire, c'est intéressant, mais ne regarde pas. Il faut regarder les gens. Le langage corporel est très important. OK? Donc, on embarque dans différents sujets. Je déborde un peu. Allons-y. C'est la beauté d'un podcast. C'est qu'on part d'un sujet, on a une colonne vertébrale et par la suite, on discute de tout et on discute de plein de points. Vous nous parlez un peu de votre maison. Bon,
J'ai cru comprendre que vous avez construit un siège social assez exceptionnel à Saint-Hyacinthe. Vous avez beaucoup réinvesti dans vos infrastructures. Vous gardez ça au Québec. C'est tout à votre honneur. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de comment tout ça est venu en place, des rénovations, les infrastructures que vous avez construites. Qu'est-ce que ça donne également comme avantage concurrentiel à GEFO? Je vais vous dire en quelques mots, je me suis surpris depuis 3 fois en 3 semaines. J'ai fait le tour de toutes les bâtisses quand j'ai commencé à Saint-Pie, à ma chambre à coucher, à de la maison, Saint-Hyacinthe, le premier entrepôt, le deuxième entrepôt, et ici, c'est une chambre sur le bord de la route 20. Les gens me disent, ça nous inspire. On s'est fait graduellement. Trop vite, c'est pas bon. Tranquillement. Ouais. Donc, ici, chez GEFO, il y a 6 ans, le campus a 6 ans, on avait 3 endroits pour les bureaux. Étant tous des gens très courageux, mettre les bottes, les manteaux, on y va pas. C'est pas long, c'est à côté peut-être 200 pieds. Donc, mes enfants, Jean-François et Émilie, à l'époque, m'ont dit, papa, ça prend un campus. Le nom campus, ça vient de Claude Lafleur, l'ancien grand patron de la Coop fédérée. Et les gens appellent ça ton campus. C'est ça que vous faites. Vous communiquez de la science à tous les intervenants de l'agriculture, puis ça va vous décrire. C'était un petit mot qui a eu de l'impact mondialement. Si vous saviez le nombre de compagnies qui disent qu'il y a un campus maintenant, oui. Inspirant, OK? Quand Claude nous a dit ça dans un meeting comme aviseur, j'ai trouvé ça intéressant. Même si c'est une idée à lui, je trouve ça bon, on l'a adopté et tout. Maintenant, on a tout le monde, c'est dans les bureaux, confortable, agréable, OK, bien climatisé, bien, beaucoup de vitrines. Et si vous venez chez nous, vous allez voir toutes les vitrines regardent vers le terrain derrière la route 20. La route 20 est en face, au sud, au nord, c'est la vue sur le vignoble et nos centres de recherche et chez moi. Les gens voient ce qui se passe dans notre vie. OK? Et on est moins distrait par les bouchons de circulation, par le trafic, tout ça, que les gens pourraient voir au sud. Okay? C'était une raison de tout mettre ensemble et vivre dans le même édifice. Si vous venez chez moi, on reçoit les clients, on a des suites. Ça pourrait même être gênant pour les gens qui... Mais les gens vivent une expérience. Des fois, monsieur amène sa dame. Bon, madame reste ici, elle y a un beau gymnase et tout et tout. Moi, j'aime la proximité et créer des relations. Et après, les affaires, ça vient tout seul. Qu'est-ce que tu as à me vendre? Des fois, on me dit ça, j'ai rien de vendre. Je te parle de ce que j'aime, ce qui me passionne. Un client m'a dit en 83, j'ai dit, comment ça se fait que tu achètes de moi? J'ai été vendeur. Je t'ai rien vendu. Non, mais ça devient induit. On veut te revoir. Si quelqu'un vous plaît comme fournisseur, vous avez hâte que lui ou elle revienne vous voir, c'est que vous êtes un peu vendeur. Les gens ont peur de ce mot-là. Et moi, les mails vont vous dire, Marc-Jean Fontaine, vendeur, président et CEO. Mais avant tout, je suis vendeur. Ça, pour moi, c'est une qualité chez les gens qui doivent comprendre et évoluer. Quand on tombe en amour, on est vendeur. Dans toute notre vie, on est vendeur. L'autorité paternelle aux enfants, l'autorité du président avec les employés. Donc, c'est une façon de voir que la communication est importante. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que j'ai envie de vous parler d'un nouveau partenaire pour le podcast et j'ai nommé l'École d'entrepreneurship de Beauce. Si vous êtes un entrepreneur et vous cherchez à passer à la vitesse supérieure, l'École d'entrepreneurship de Beauce, fondée par Marc Dutil, est l'endroit parfait pour vous. Et ce que je trouve totalement fascinant, c'est que depuis que j'ai lancé le podcast Hypercroissance en 2018, j'ai des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs que j'ai interviewés qui sont également passés par l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mais ils ne sont pas seuls parce qu'il y a eu plus de 1100 entrepreneurs diplômés depuis le lancement et l'EB offre des programmes adaptés à tous les niveaux, comme le programme Élite pour les entrepreneurs expérimentés et le programme Émergence pour ceux qui souhaitent consolider leur leadership et également faire avancer leur entreprise qui débute. Et ce qui rend l'EB unique, c'est son approche entrepreneur à entrepreneur où des chefs d'entreprise expérimentés vous enseignent directement les clés du succès et comment faire croître son entreprise ou même la faire passer en hypercroissance. Donc, si vous êtes prêt à vous entourer des meilleurs et à propulser votre entreprise à un autre niveau, découvrez l'EB sur eebauce.com. Donc, je le répète, eebauce.com. Et c'est l'école qui a transformé le parcours de tant d'entrepreneurs québécois. Okay. Est-ce qu'un entrepreneur peut être un bon entrepreneur sans être un vendeur? Non, je ne peux pas ça. Je ne crois pas non plus, hein? Parce que peut-être, OK, parce qu'il y a un entrepreneur qui a des fonds, il a pu acheter, il va prendre le talent de ses vendeurs. Il ne faut pas se cacher le thé, là. Parce que qu'est-ce que tu as une compagnie, même tu vas administrer, produire, entreposer, peu importe ce qu'on fait, s'il n'y a pas de vente. Et puis là, la vente, c'est pas le mot vendeur, de vendre un produit, une tasse, des objets, c'est de vendre soi-même.
Est-ce que tu es fier de toi? Ah, attention, ils nous ont dit à une conférence que les gens n'aiment pas le visage, le 85%. Ils n'aiment pas faire des podcasts. Je ne peux pas vous dire que je m'efface, c'est pas ça que je dis. Mais il y a beaucoup de gens qui sont gênés. Qu'est-ce que genre, si ma lunette décroche, je suis encore là, tu es encore là. Mais c'est ça juste. Donc, dans la vie, il faut être capable d'apprendre à aimer ce qu'on a fait, puis apprendre de nos erreurs. Pas des erreurs, c'est des apprentissages. Moi, j'ai bien de la misère des entrevues comme ça, parce que je patine sur bien des sujets. La vie est... Mais quand vous vivez une vie palpitante, le seul problème qui arrive, qui est vrai, c'est que ça passe vite. Vous savez, le temps, ça s'étire, ça s'écourcit. Vous êtes chez le dentiste en attendant l'opération de la dent, le temps est long. Vous êtes au bar, un beau sourire avec une dame ou avec un monsieur, c'est une femme, le temps passe très vite. Bien sûr. Vous vivez une vie remplie et vous vous sentez utile et vous avez la relation avec des gens, ça passe à une vitesse effarante. C'est ça le secret pour diriger une entreprise pendant 42 ans? Ben, le secret, c'est de donner l'exemple. Si le patron n'a pas l'air d'avoir du plaisir, les employés n'ont pas de plaisir. OK? Quand on a dit, hey, tu peux inviter ce soir au restaurant, c'est un appel. Georges, je suis dans ton coin, on peut-tu se passer ensemble? Ah oui? Ça, c'est un client fournisseur, une relation extraordinaire. Mais quand tu n'es pas capable d'avoir des amis comme ça, prends un autre métier. Moi, quand j'embauche, je dis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans ta région que tu pourrais appeler pour le souper? Ou un lunch, ou un déjeuner? Donc, si tu as créé une relation assez forte, je suis à ton coin, mardi matin, on peut-tu pas déjeuner ensemble? Ah oui. Même si c'est pas vrai. Achète le billet d'avion, pas-t'en mardi matin rencontrer les gars. C'est une petite manipulation de la vérité. Mais pour être capable d'aller voir les gens, OK? Ben, s'il ne va pas t'accueillir, puis même si mardi matin, il n'est pas disponible, il va avoir vu ton effort, t'en prends un deuxième pour le lunch, c'est quoi, puis il n'y a pas dans la province que tu vas aller. Ça va vous sembler simple, mais je vous dis que la vie est simple. Ça se fait presque tout seul. Moi, des gens viennent me voir ici, là. J'ai hâte qu'ils viennent. Il y a des gens qui voulaient écrire un livre sur ma vie. M'a demandé de voir mon octobre, il n'est jamais revenu. OK, pourtant, le gars m'avait intéressé. C'était les circonstances. Donc, soyons agréables et mémorables quand on rencontre des gens. Je vous promets que quiconque va faire ça, dans les métiers qu'ils feront, OK, va réussir. C'est le secret un peu. Mais vous avez l'air d'avoir énormément de plaisir dans ce que vous faites. Moi, j'aurais une question pour vous. Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que ça a été beaucoup plus difficile? Ou est-ce que vous avez pensé peut-être arrêter, vendre l'entreprise, faire autre chose? Parce que je ne peux pas concevoir que c'est 42 ans, que de haut, là, ça serait quasiment impossible, tout ça. Mais il faut définir c'est quoi un problème. Oui, des fois, j'ai fait des erreurs. OK, perdu de l'argent à cause des devises. J'ai pas écouté mon comptable, ça a coûté cher. Mais des erreurs de comportement peuvent arriver. Tu peux faire du mal à quelqu'un, l'insulter, elle ou lui, à cause d'une mauvaise réaction qu'on peut avoir dans la vie. Mais des grosses épreuves, non. Je pense pas qu'on peut dire ça. J'ai été... au début, les gens rejetaient. On n'a pas besoin de toi. Les gens disaient, on sait acheter, pas besoin de toi. Aujourd'hui, les entrepôts qu'on a font en sorte que les gens entreposent chez nous. Les gens vont se fier sur nous pour avoir le produit à volume et ne pas en manquer. Dans le COVID, il n'y a pas de clients qui ont manqué de rien chez nous. Hein. Tout le monde est bien couvert. Mais aujourd'hui, quand je dis que c'est un start-up, si vous saviez où on s'en va, monsieur, c'est phénoménal. Et en même temps, intriguant pour plusieurs. Oser, c'est une chose que les gens savent, mais pas oser en nier à Dieu, là. Il faut penser à qu'est-ce qu'on s'en va. Il faut avoir des idées, des preuves avant de commencer. Et c'est où est-ce que vous vous en allez? Je savais que tu viendrais avec cette question-là. La porte était grande ouverte, là. Écoutez, moi, je me bats, mon principal compétiteur est invisible. Invisible à l'œil nu sur les bactéries qui composent la microflore intestinale. On va aller plus précisément les bactéries pathogènes qui vont amener des toxines qui vont nuire à l'animal, même à l'humain éventuellement. Donc, se battre contre un monde invisible, on a juste la réduction des effets négatifs. Donc, l'animal est malade parce qu'il y a eu telle toxine créée par les bactéries intestinales. OK? Donc, nous avons travaillé fort avec les acides, les acides essentiels. Les huiles essentielles, les acides. On a un enzyme protéolytique. Savez-vous que quand on met de la protéine dans l'aliment et qu'elle est mal gérée, ça devient de la nourriture pour les pathogènes. Donc, les enzymes sont importants pour nous. Donc, une protéase, l'activité protéolytique. Ensuite, des autres enzymes pour libérer l'énergie. Je fais ça très simplement. Donc, quand vous avez tout libéré, c'est important à libérer, il faut protéger ça avec des molécules qu'on a, qui sont une molécule presque antibiotique, et bactéricides, les huiles essentielles et les acides. Maintenant, nous déclarons
l'embargo nutritionnel. Ça veut dire ça qu'on va priver les excès de vitamines et autres choses chez les animaux en libérant lentement dans l'intestin. On amène toutes les vitamines, les oligo-éléments, les acides essentiels, les enzymes, lentement, et on libère ça de l'intestin. Les effets sont quand même surprenants. Pourquoi pas avant? Moi, j'ai eu la curiosité de le faire. Et j'ai mes propres stations commerciales ici de recherche qui sont à visiter pour la plupart des clients qui viennent chez nous, les fournisseurs aussi. Et je vous défie de trouver des gens, j'ai une belle maison, qui a un centre de recherche de poulet à côté de la maison à 300 pieds. Okay, ça fascine beaucoup les Américains viennent voir, les gens du monde entier. Quelle est la limite qu'on peut avoir? Je ne suis pas tout seul qui fait ça. Il y a d'autres personnes qui s'y intéressent. La façon dont je le fais, je me sens un petit peu privilégié. Oser, dans le sens que j'ai construit une usine qui est beaucoup trop grosse aujourd'hui pour moi, mais qui est trop petite déjà, je vais en faire une deuxième. Puis éventuellement faire une dizaine dans le monde. OK? Parce qu'on va changer le concept nutritionnel à l'intestin des animaux. Dans la vache laitière, on a un effet très intéressant. Dans le porc, dans la volaille, même dans le poisson. On fait beaucoup d'aliments les poissons. Je ne me suis pas intéressé jusqu'à maintenant au pet food, mais les gens viennent nous voir et nous ont dit où vous vous êtes caché où tout ce temps-là? Parce qu'on avait moins de contacts dans le domaine pet food. Il y a peut-être une vingtaine de compagnies qu'on pourrait travailler avec eux. Donc, pourquoi on est heureux? C'est tous les jours, il y a des choses à faire. Tous les jours, on se lève. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Là, je fais le tour du monde, j'apprends ce qui se passe à travers le monde. Un peu avant tout le monde, parce qu'à 8 heures, j'ai 3 heures de faim le matin. Entre 4 heures, un petit 3 heures de café et tout et tout. Je peux pas vous dire comment c'est agréable. Voir évoluer les clients, les gars qui passent en affaires comme moi, ils ont peut-être 30, 40 ans, puis eux aussi ont grandi. Donc, oui, on a fait des confiances à des gens qui nous ont joué des petits tours. Puis ça, faut pas le dire. Savez-vous que la compétition, c'est important? Jouez-vous au tennis, vous, monsieur? Exemple? Oui, bien sûr. C'est ça, jouer au tennis tout seul. Vous prenez un compétiteur, vous prenez un adversaire. Bien sûr. Jouer au hockey, c'est pareil. Jouer au hockey, pareil au football. Il faut jouer et pas prendre la vie trop au sérieux. OK? Un compétiteur, c'est une personne qui vous force à vous améliorer. Des fois, c'est choquant. Des fois, on perd un peu de temps. On recommence. OK? Mais tant que vous avez le souffle de la vie, vous êtes capable d'avoir du plaisir. Et si vous êtes joyeux et entraînant, les gens vont vous coller tous les jours. Allez voir. Les gens aiment ça. Encore une autre question. Allez, j'aime ça les questions. Ben, des petites questions plus personnelles pour terminer. Vous avez dit que vous écoutez beaucoup de podcasts, d'audio. Qu'est-ce qui joue dans vos écouteurs quand vous vous promenez peut-être sur votre campus, quand vous faites la pelouse le matin, parce que je pense que vous le faites assez souvent et vous écoutez des contenus. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller à notre audience? Écoutez, moi, je vous l'ai tantôt été un fan de Tony Robbins en 95. J'écoutais les cassettes à l'époque. Wow. Le pouvoir limité, tout ça. Le même sujet, je l'ai écouté ce week-end. J'ai découvert dans ce vieux texte-là, qui est dans les audibles maintenant, ou les podcasts. Des fois, on a écouté quelque chose il y a un nombre d'années, on le réécoute, on prend des choses nouvelles dans le message. Bien sûr. Soyez attentifs aux gens qui sont disponibles sur Internet. OK? Moi, je recommande Jim Rohn, R-O-H-R, je pense. Jim Rohn. Et Tony Robbins. Il y avait un monsieur Charmol, écoutez, il se disait, le titre, c'était Le moine qui monte sa Ferrari. J'écoutais ça. J'ai beaucoup aimé la philosophie derrière ça. Et là, vous allez découvrir que plus que vous vous investissez et écoutez vos intuitions. Un avis, je peux vous donner, écoutez pas trop ce que le monde vous dise. Parce que moi, ils m'ont toujours dit que ça ne marcherait pas. Jean, tu ne peux pas avoir ta maison derrière l'entreprise. Non. Les gens vont être jaloux. Je les invite chez moi, puis je suis content. OK? Tu n'as pas besoin d'entrepôt comme ça. C'est trop cher. Ça n'a pas d'allure. Mon usine, mais voyons donc, 60 millions, tu investis 60 millions d'usine. Oui, je sais les besoins d'anticiper. Quand je fais des histoires aux gens, je dis, écoutez, qui est la personne la plus importante? La parade de Noël. L'organisateur de tout ça, c'est qui, c'est quoi? Qui est derrière ça? L'action mal posée. Qui est la personne la plus importante de cette organisation-là, la fête de Noël, la parade, les danseurs, les chanteurs, la musique, les Pères Noël. Mais la question, je leur dis, qui est la personne la plus importante de cette organisation? C'est celui ou celle qui prépare la prochaine parade. Elle se termine dans 20 minutes. Dans mon industrie, avec mes clients, avec mon équipe, je dis, nous sommes les organisateurs de la prochaine parade de nutrition. Quelle sera la nutrition de demain? Si vous informez ce qui se passe dans l'espace, qu'est-ce qu'ils mangent les astronautes? Ils ne mangent pas des fritures, hein? Il y a beaucoup de choses sur ça. Donc, dans l'humain, moi, je m'inspire de l'humain pour aller vers les animaux et raffiner les choses. Le futur, GEFO va se lancer dans le domaine humain. Nous avons fait des démarches actuellement. Tout ce qu'on a découvert chez les animaux de la ferme.
Moi, c'est pas des robes, des souris, je prends des poulets, des cochons, des vaches. On regarde les résultats qu'on obtient, on dit, chez l'humain, ça fait quoi? On a des très belles découvertes, ça devient humain. OK? Donc, tout ce qu'on voit pas, les bactéries intestinales sont mes ennemis et je n'ai pas beaucoup de respect pour les pathogènes. Si vous savez que la paroi intestinale est invisible, c'est une cellule d'épais. Ben voyons donc, pour l'intestin, c'est beaucoup, mais vous allez voir, c'est une cellule. Donc, il faut se raffiner pour ne pas laisser les pathogènes venir nous nuire à traversant la paroi intestinale de nos intestins, animal, humain, et tout et tout. Pour le professeur, c'est très excitant, là, parce que là, vous commencez à m'amuser un peu. Parler de ça. Et bon, la routine de Jean Fontaine avant, pendant et après le travail, à quoi elle ressemble? Mais en partant, le mot travail, on va changer le mot travail comme jeu. Moi, je vous dis, le matin, je suis matinal, j'ai toujours été matinal, puis je couche tôt. OK? Donc, je fais le tour du monde avec le téléphone ou avec le Teams, OK, mes filiales, tout ça. Et après, je viens au bureau, on placote ensemble, il se passe quoi dans la semaine, dans la journée. Mm-hmm. Après, je me creuse les méninges pour inventer des technologies différentes, à approfondir le pourquoi que ça fonctionne. C'est bizarre, hein? Pourquoi que ça marche? Alors, les gens disent pourquoi ça marche pas. Moi, je sais pourquoi que ça fonctionne. Le soir, je vais aller à un repas, je fais le midi avec des clients, des fournisseurs. Le soir, les soupers, je suis pas trop fort parce que je me couche pas tard. 9h30, 10h, je suis couché. Donc, écoutez, c'est un pic de joie en pic de joie, on avance dans la vie. Des défis, on en a, on les résout. OK? On peut voir le problème ou voir la solution. Qu'est-ce que tu regardes le plus en partant? On va trouver une solution à ça. J'ai une discussion avec mon fils. Mon fils est vice-président d'opération. On ne lui dira pas qu'il va être président plus tard, mais il s'en va vers ça. Ma fille, tout ce qui s'appelle marketing, elle a le diplôme de Grenoble. Elle guide la recherche avec moi. Et après, mon autre garçon, c'est que la service à la clientèle. Les autres sont trop jeunes pour l'instant pour s'impliquer. On verra s'ils s'impliqueront un jour. Ils sont pas obligés, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, et chez nous, il y a des plus jeunes qui sont rentrés il y a 10 ans qui veulent prendre des rôles additionnels. Fait qu'on peut grandir des gens à des rôles additionnels, prendre des formations complémentaires pour jouer à d'autres choses dans la vie. Si on joue à l'acheteur, on joue au vendeur, on joue à l'administrateur, on joue au comptable, on joue à l'avocat, c'est pas désagréable de jouer. Mais si on travaille, c'est moins le fun. Bien sûr. Amusez-vous à jouer votre rôle dans la vie. Fantastique. Un podcast très philosophique. J'ai adoré ma discussion avec vous, M. Fontaine. Si on veut en savoir plus sur vous, meilleur endroit pour vous rejoindre. N'importe quand, appelez-moi, téléphone. OK? Ouais. Moi, je suis très, très disponible. Ça surprend beaucoup de gens. Les gens me disent, Jean, on t'appelle, tu réponds toujours. Oui, hey, je suis occupé, je te rappelle. Les gens le savent, mais ça ne s'offusquent pas. Je rappelle. Qu'est-ce que tu voulais? L'autre affaire, on pourrait aller loin dans tout ça. On n'ira pas ce matin, là. Mais intéressez-vous à ce que les autres ne s'intéressent pas la plupart du temps. De l'eau, là, c'est de l'eau. Mais de l'eau avec un goût devient différent. Moi, j'ai un vignoble, le Château Fontaine. C'est anodin, on a peut-être 25 000 bouteilles par année. Les Français m'ont dit, Jean, si tu te sois, bois de l'eau, tu veux de la passion, bois du vin. En blague. Il n'y a aucune chance qu'on ait pu partir le vignoble et fonctionner. Aujourd'hui, les gens me disent, ton vin est bon. On a fait passer pour tout le monde. Et je crois que dans l'avenir, je vais faire des conférences à niveau mondial pour expliquer aux gens qu'on peut faire plus avec moins. Une conversion alimentaire, je mets le poulet peut-être de 1,65, 1,70, 1,55, 1,40. Mais si on ferait du 1 pour 1, on mange 1 kilo de nutrition, 1 kilo de viande. Donc, qui peut faire ça si on enlève les petits voleurs, les petits pickpockets sur les bactéries pathogènes? Fait que parlez aux gens avec une coloration, les pickpockets. Fatigant, ça? Et moi, avec tous vos billets de dollars qui dépassent partout, traverser un endroit, genre New York, Chicago, et les pickpockets, les faire voler. Mais si vous rentrez bien protégé, avec un gros manteau, ils ne savent pas, vous avez de l'argent dans vos poches. Ils vont être moins tendus de vous voler, mettez un vieux manteau, c'est moins tentant. Donc, la nutrition, c'est fascinant. Puis la plupart des maladies qu'on a ont été occasionnées par une mauvaise nutrition. Okay? La génétique, oui, mais la nutrition, c'est très important. Écoutez, s'il y a d'autres questions, allez-y, mon ami. Je pense qu'on a fait le tour, M. Fontaine. Fascinant, philosophique, énormément d'expérience et de sagesse dans vos propos. J'apprécie grandement ce que vous avez partagé avec notre audience. Je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin. J'espère qu'il va y avoir d'autres entrepreneurs qui vont écouter le podcast et qui vont avoir envie de bâtir le prochain GFO. Pourquoi pas? Et on mettra bien entendu les liens de votre entreprise dans les notes de l'épisode pour les gens qui veulent vous rejoindre. Jean Fontaine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance. Au revoir. Profitez de la vie.